tous et bienvenue à ce débat organisé par Elio consacré au fameux décret tertiaire. Ce texte issu de la loi Elan se veut très ambitieux puisqu'il prévoit de réduire de moitié la consommation énergique des bâtiments du parc tertiaire de 40% en 2030, 50% en 2040 et de 60% en 2050. Mais ce n'est pas tout de le décréter. Maintenant, il faut agir. Et quand on sait que les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les commerces, les aéroports contribuent pour 18% aux émissions de gaz à effet de serre, ils doivent donc se mettre aux normes dès maintenant. Il ne faut pas attendre 2029. Donc la question centrale, c'est comment atteindre les objectifs énergétiques du parc tertiaire? Alors c'est vrai, les choses avancent depuis 2 ans. Le gouvernement, dans le cadre du plan de relance, prévoit de mettre 4 milliards d'euros sur la table pour financer la rénovation des bâtiments publics. Mais sur le terrain, alors comment l'État, les collectivités, les structures parapubliques qui ont un devoir d'exemplarité pilotent-ils cette transition? Et les acteurs privés disposent-ils des mêmes armes pour assumer des projets d'une telle envergure? Au-delà des freins, on verra qu'il existe, fort heureusement, des solutions digitales, technologiques, réglementaires, financières. Elles sont nombreuses pour atteindre cet objectif partagé qui, pour certains, peut sembler une contrainte et pour d'autres, une vraie opportunité. Alors, pour y voir plus clair et répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir ici François-Michel Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône et président de l'Institut national de l'économie circulaire. Merci d'être avec nous. Merci. Vous avez travaillé toute la nuit à l'Assemblée sur la loi climat. Et on continue tout à l'heure. Et voilà. Lionel Guy, bonjour. Vous êtes à distance en visioconférence avec nous. Vous êtes le chef du service des énergies renouvelables et de la maîtrise de la demande en énergie de la FNCCR, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Vous aidez les collectivités à trouver des solutions. Bonjour. Loïc Langrand, alors vous êtes responsable marketing clientèle sur la partie prescription des bâtiments au sein de Schneider Electric. Vous êtes expert pour tout ce qui est robotique, domotique, innovation, gestion intelligente des bâtiments. Et évidemment, je m'adresse à vous tous, à tous les participants, vous qui êtes avec nous derrière votre ordinateur. Vous êtes les bienvenus pour intervenir. Vous pouvez poser vos questions tout au long de ce débat sur le chat YouTube en vous abonnant à la chaîne. Nous vous ferons un plaisir de vous répondre à la fin. Alors pour commencer, je vous propose de regarder cette petite vidéo qui résume bien les enjeux du secteur. Le parc tertiaire représente plus d'1 milliard de mètres carrés et environ 15% des consommations d'énergie finale en France. La part du secteur public dans le parc tertiaire est particulièrement importante, les bâtiments publics étant responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre et de 50% de la consommation d'énergie finale du secteur tertiaire. La rénovation énergétique du secteur tertiaire a 3 objectifs: environnemental, économique et réglementaire. En effet, le chauffage est le principal usage de ce secteur, mais les nouveaux usages sont très énergivores, par exemple les équipements bureautiques, de communication ou encore de climatisation. En effet, ces usages dits nouveaux représentent 32% de la consommation finale du secteur tertiaire en 2015, contre 25% en 1990. L'enjeu de rénovation énergétique du parc tertiaire est très important. Les résultats de 2017 d'une étude de l'ADEME sur les dépenses énergétiques des collectivités locales montrent que leur consommation d'énergie ont augmenté de 4% et qu'elle est réalisée à 75% dans les bâtiments. L'enjeu est également patrimonial. Le parc tertiaire existant peut présenter des problèmes de vétusté, d'inconfort ou d'inadaptation. La rénovation énergétique participe au maintien et à l'évolution de ce patrimoine immobilier pour s'adapter aux nouveaux usages et offrir le confort attendu par les usagers. Des économies d'énergie, un meilleur confort, on perçoit tout l'intérêt. Bonjour Marina Hoffel. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires publiques et juridiques au sein d'Elio et vous connaissez le décret tertiaire sur le bout des doigts. Pouvez-vous nous présenter les enjeux réglementaires? Qu'est-ce qui s'impose au parc tertiaire? Tout à fait. À la suite de cette vidéo, tout l'intérêt pour moi est de marquer quelques repères pour suivre ce débat et les différentes interventions, revenir rapidement sur les enjeux, pour les mettre en perspective avec un sujet d'actualité, c'est la rénovation énergétique des logements. Quelle perspective entre les enjeux qui s'imposent au parc tertiaire et le parc résidentiel qui est au cœur de l'actualité parlementaire?
Et enfin, évidemment, rappeler le cadre réglementaire qui s'impose à tous ces bâtiments tertiaires, publics et privés de notre quotidien. Il faut le rappeler, ce sont des bâtiments d'usage, hôpitaux, commerces, écoles, etc. Sur les enjeux, très rapidement, on le sait bien, la rénovation des logements est au cœur de l'actualité parlementaire. Hier soir, encore une fois, le projet de loi climat a fait l'objet de longs débats parlementaires, mais il faut les mettre en perspective. Évidemment, la rénovation énergétique des logements est conjuguée à celle du parc tertiaire. On le rappelle, nous sommes engagés à atteindre des objectifs énergétiques ambitieux de la SNBC, Stratégie nationale de bas carbone, et il est très bien rappelé, d'ailleurs dans les débats d'hier soir, par la ministre du Logement et également par son administration, dans certains rapports publiés en début de semaine, il est bien rappelé que les efforts énergétiques réalisés pour le parc des logements, de l'habitat, doivent absolument se conjuguer avec celui du parc tertiaire. Sinon, ces objectifs ne seront pas atteints. On voit bien l'importance du parc tertiaire dans nos efforts énergétiques. Et également, les chiffres le parlent. Vous voyez bien cette vidéo, on parle de plus de 15% de la consommation énergétique pour le bâtiment tertiaire, et le résidentiel pèse bien plus de 20%. Les chiffres parlent bien d'un enjeu majeur de rénovation énergétique du bâtiment tertiaire, mais derrière ces chiffres, il y a des réalités très concrètes. On pense aux passoires énergétiques pour les occupants, les ménages, mais pensons à ces bâtiments d'usage du quotidien qui posent des problèmes d'usage, des problèmes économiques et évidemment des problèmes climatiques. Un exemple concret. Pour l'usage, pensez à des écoles qui seraient mal isolées. Je passe sur l'exemple des hôpitaux, évidemment, avec le contexte actuel. Mais des écoles mal isolées peuvent conduire évidemment à des reports, voire des suppressions d'examens, comme ça a été le cas en canicule en 2019. On passe évidemment sur le sujet des commerces ou des petits hôpitaux. Pour le problème économique, il est évidemment évident. Vous voyez que certaines communes peuvent voir des factures d'énergie à plus de 30% sur leur budget à cause des problèmes de bâtiments mal isolés, mal chauffés. Enfin, un problème climatique évident. Vous voyez certaines surfaces qui sont encore chauffées à l'énergie fuel, qui est évidemment très carbonée. Face à ces enjeux, comment répond le législateur ? Déjà, l'idée d'une obligation d'économie d'énergie pour les bâtiments tertiaires est assez précoce. Elle date de 2010. La loi Grenelle 2010, numéro 2, impose déjà une obligation au parc tertiaire d'économie d'énergie. Toutefois, le décret d'application a tardé à être publié. Il faut attendre 2017-2018, qui, d'ailleurs, décret a été annulé par le Conseil d'État. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le cadre incitatif réglementaire existe. Il s'agit de la loi Elan, publiée en novembre 2018, et son décret d'application a été enfin publié en 2019. Qu'impose ce cadre réglementaire assez incitatif, à discuter et à débattre aujourd'hui? Il impose une double obligation aux bâtiments tertiaires. Donc on parle bien des bâtiments publics et privés de plus de 1000 mètres carrés de superficie, des bâtiments qui sont imposés à une économie d'énergie progressive jusqu'à 2050, ou bien d'atteindre un seuil de consommation fixé en valeur absolue. Cette obligation se conjugue également par une obligation de transmettre ces données énergétiques tous les ans sur une plateforme pilotée par l'ADEME, qui s'appelle la plateforme Opérate. À partir de quand cela entre en vigueur? Cela est déjà entré en vigueur. Ces bâtiments doivent déjà se mettre à l'effort. Nous en discutons aujourd'hui. Mais évidemment, des textes restent encore à être publiés et la plateforme Opérate est encore en cours de développement. Donc, parlons des efforts mis en effort et parlons des conditions à satisfaire aujourd'hui. Merci Marina, c'était bien clair. Maintenant, Merci. sur le terrain, alors, est-ce que ça s'organise bien ou y a-t-il des obstacles? Alors, avant de me tourner vers vous, François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône et président de l'Institut national de l'économie circulaire, je tiens à vous présenter Augustin Bouet, alors, qui est le directeur du département Grand Compte au sein d'Elio, et il sera notre grand témoin tout au long de ce débat pour apporter son éclairage, des précisions à tout moment. Et il conclura aussi les débats. Alors François-Michel Lambert, dites-nous, dans les faits, est-ce que ce décret est si facile à appliquer? Alors, tout d'abord, merci pour cette très belle présentation qui pose en quelques minutes le cadre. Merci à Marina et à Elio pour nous permettre, à travers un court moment ce matin, de bien saisir l'enjeu. On a donné des dimensions, 1 milliard de mètres carrés concernés, 15% voire plus d'énergie sur lesquelles il faut agir. Les pertes, chacun peut les mesurer, on a tous notre quotidien. Vous avez rappelé 4 milliards d'euros d'aide par le plan de relance. Merci. Toute la question est comment tout ceci peut se mettre en œuvre.
Et donc, il n'y a pas de temps à perdre. Je dirais presque comme dans la fable du lièvre et de la tortue. Il faut être la tortue, même si au début on a l'impression de faire des tout petits pas et d'avancer doucement. Ça se met en place là aujourd'hui? Il faut qu'on se mette en place. Et pour cela, il y a encore la grande difficulté de notre État. C'est-à-dire qu'on a des décisions nationales que je partage, qui sont nécessaires, des engagements. Mais comment tout ceci, on le décline? Comment on se retrouve avec des acheteurs, des donneurs d'ordre qui puissent saisir les opportunités? Quels outils sont en place? Quels professionnels sont déjà aptes, si je puis dire, à saisir les opportunités et surtout à répondre à l'enjeu? Est-ce que nous devons rester que sur la rénovation énergétique pour l'Institut national de l'économie circulaire? Nous suivons les directives européennes. Pour l'instant, vous trouvez que c'est facile à mettre en place ou pas sur le terrain? Ça se met. Et bien, justement, l'enjeu est de le mettre en place, et c'est pas facile. C'est bien pour ça qu'on en discute ce matin. Et donc, comment on peut le faire? Moi, on va en parler un peu après, mais je pense notamment autour des C2E, qui est un outil qui marche depuis longtemps, les certificats d'économie d'énergie. Nous avons un outil qui est connu, qui est assez maîtrisé par l'ensemble des acteurs et qui pourrait être élargi pour atteindre ces objectifs. D'accord. Lionel Guy, bonjour. Donc vous êtes représentant donc, des collectivités. Donc j'ai effectivement l'impression que chaque commune essaye de travailler dans son coin, chaque collectivité essaye de faire à son niveau. Comment vous percevez les choses sur le terrain? Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Peut-être avant de rentrer sur cette question des difficultés, de la perception terrain, permettez-moi de présenter très rapidement la FNCCR, qui est une fédération de collectivités et d'élus, donc 100% public, qui existe depuis maintenant de nombreuses années, et on porte notamment le programme C2E acté, qui est le premier programme de rénovation énergétique pour les collectivités territoriales, un programme doté d'un peu plus de 5 millions d'euros. Donc on aura l'occasion d'y revenir pendant les solutions, mais pour vous donner un peu ma perception de terrain, alors c'est vrai que les choses sont en train de changer là depuis quelques années, et notamment depuis l'apparition de la loi Elan. Mais c'est vrai que au niveau des collectivités, on est parti d'une situation, il faut bien le reconnaître, c'est quand même compliqué de monter des projets de rénovation énergétique. On a passé une décennie à travailler sur des projets, on va dire action par action, éparpillés, parfois faites dans l'urgence ou sur des opportunités financières, avec l'obligation aujourd'hui de travailler sur des solutions de massification, des stratégies de développement à l'échelle d'un patrimoine ou de mutualisation, on en parlera après. Mais peut-être pour compléter quand même le panorama de chiffres très intéressant que vous avez présenté, je rappellerai quand même que le patrimoine des collectivités aujourd'hui est de 280 millions de mètres carrés, dont un peu plus de 150 millions dédiés aux bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Donc il y a un vrai usage, enfin, il y a un vrai intérêt à travailler sur la rénovation énergétique pour réduire les consommations, réduire la facture d'énergie, mais aussi pour aller travailler sur l'amélioration du bien-être, du confort et de l'usage de ces bâtiments. Et un dernier point de contexte qui peut expliquer cette difficulté du passage à l'acte, de la transformation des travaux. Il faut se rappeler qu'en France, on a quand même un territoire assez fragmenté. Il y a aujourd'hui un peu plus de 30 000 communes de moins de 2 000 habitants, donc qui disposent de petits services énergie, plutôt dédiés à l'exploitation et à la maintenance d'installations. Et tout l'enjeu de cette massification, de cette mutualisation, ça va être d'amener ces services énergie à passer de l'exploitation de la maintenance vers la véritable stratégie, je dirais, de rénovation d'un parc complet pour aller vers les objectifs du décret éco-énergie tertiaire. Voilà un peu les grands enjeux, on y reviendra un petit peu, mais il y a des difficultés, mais il y a aussi des intérêts, réduction des factures énergétiques pour les collectivités et donc derrière pour les habitants du territoire. Substitution aussi de systèmes fortement carbonés. Les élus Oui. vous semblent un petit peu perdus quand ils viennent vous voir? Vous avez le sentiment qu'ils n'ont pas le mode d'emploi? Alors, la grande difficulté, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. On est dans des vraies stratégies territoriales, donc les élus sont pas forcément perdus. C'est parce que je dirais aujourd'hui on a des outils techniques qui fonctionnent très bien. On le verra après avec Schneider Electric. On a des outils, des opportunités financières qui permettent de construire ces stratégies de rénovation. Les outils juridiques sont à disposition des territoires. La grande difficulté, c'est l'organisation et comment on met en musique un petit peu tout ça. Et on a besoin d'étoffer, je dirais, les territoires, d'étoffer les collectivités, d'amener de l'ingénierie technique et financière
pour arriver à mettre en place ces stratégies de rénovation. Les élus sont pas perdus, mais l'enjeu énergétique est un enjeu extrêmement important au milieu d'autres enjeux et d'autres urgences. On en a vu une aujourd'hui sur les aspects sanitaires. Donc voilà, il faut sortir un petit peu justement de cette urgence pour se placer sur des stratégies à plus long terme pour aller chercher ces objectifs énergétiques. Et le frein, il n'est pas spécialement financier, c'est plutôt administratif, plutôt la gestion, plutôt l'organisation. Oui, côté FNTCR, vraiment le principal frein qu'on peut observer, c'est cette difficulté d'organisation sur les territoires. Je rappelle bien, hein, vous voyez, on a un vrai enjeu auprès des territoires ruraux pour aller les amener vers cette massification et cette mutualisation. Aujourd'hui, il y a des structures territoriales, je pense aux syndicats d'énergie, qui sont de vrais outils de massification des territoires ruraux pour la transition énergétique et pour la mise en place de ces stratégies de rénovation. Donc on a un vrai enjeu à structurer le territoire et à passer d'une décennie, on a beaucoup étudié le patrimoine, on a fait beaucoup d'audits, à vraiment cette fois étudier globalement le patrimoine, quelle est son utilisation aujourd'hui, quel est son potentiel de rénovation, quelle est son utilisation demain à 2030, 2040, 2050, et enclencher des stratégies, des programmes pluriannuels d'investissement pour aller, je dirais, massifier cette rénovation. C'est plus un enjeu organisationnel qu'un enjeu technique ou financier parce qu'il y a des opportunités. Alors je me répète, hein, c'est pas facile, mais aujourd'hui on a quand même tous les outils pour y aller. Et Monsieur le député Lambert a bien précisé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui est un dispositif très fort, qui porte un peu plus de la moitié de l'aide financière. Il faut s'en servir, c'est pas facile, et c'est pour ça que nous, à la FNCC, on pousse vraiment pour qu'il y ait une organisation, des organisations territoriales à l'échelle de bassins de vie pour qu'on puisse aller capter toutes ces opportunités financières et les mettre en musique autour de véritables stratégies de rénovation. Merci. Loïc Langrand, alors vous, donc pour Schneider Electric, vous constatez aussi sur le terrain quelques difficultés, quelques obstacles? Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le détail du décret tertiaire, jusqu'à présent, on avait des normes qui étaient plutôt sur la construction neuve, donc notamment avec la RT 2012 et la RE 2020. Et globalement, hein, ces dispositifs concernaient 1 à 2% de la construction annuelle en France. Donc le parc tertiaire, hein, qui se compose de 900 millions de mètres carrés, et avec le décret tertiaire, hein, on est sur un spectre de 550 millions de mètres carrés. Voilà, on peut être fier d'être français, hein, avec un texte qui va toucher vraiment la consommation importante du bâtiment dans le tertiaire, et je voulais souligner ce point. Après, concernant la difficulté de mise en œuvre, alors effectivement, il y a des secteurs qui peuvent être un peu différents, et notamment sur le parc privé, où les aides peut-être un peu moins alléchantes entre guillemets par rapport au public, ou sur le parc privé, on retrouve également les certificats d'économie d'énergie, et pour les TPE, PME, on retrouve également le crédit d'impôt transition énergétique, qui permet de réduire les impôts liés à des travaux de rénovation énergétique. Mais voilà, on peut dire que sur le parc privé, il y a quand même des éléments qui sont un peu plus réduits que sur le parc public, où le plan de relance a extrêmement dynamisé les projets de rénovation énergétique, et nous, ça se traduit également par des consultations et de l'activité extrêmement forte côté installateur électricien. François-Michel Lambert, vous voulez ajouter? Là, je pense que les éléments sont indiqués, sont apportés par les deux intervenants. Pardon si je n'ai pas retenu les noms, mais les outils sont là. La question, elle est comment on arrive à les mettre en œuvre. Et notamment, c'est la dimension de territorialisation qui va être extrêmement importante. Comment on peut s'en saisir? Alors, on a parlé notamment des C2E, on pourrait aussi parler des achats publics. Hein. C'est un des grands volets très positifs de cette loi climat que nous sommes en train de débattre à l'Assemblée nationale. Hein. Ça en fera partie, les achats publics. L'enjeu est aussi que l'acheteur, donc le décideur dans la collectivité, ait connaissance des différentes opportunités, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient financières, mais qu'elles soient aussi d'usage, de mise en œuvre, d'opérationnalité dans ses propres bâtiments. Donc aujourd'hui, nous devons trouver l'échelle
qui avance, celle autour des territoires, et ça a été très bien dit à l'instant. Alors justement, on va aborder la question des solutions qui existent. Juste avant, je vais vous présenter cette petite vidéo justement qui cible les innovations technologiques, parce qu'il y a quand même des solutions et on va en parler. Le décret tertiaire a une logique de résultat. Il vise la consommation d'énergie sans se pencher sur sa source. Il y a donc plein d'outils techniques afin de réduire sa consommation. Quelles sont ces innovations au service de ce décret tertiaire ? Les matériaux, comme l'isolation et l'étanchéité, des matériaux plus performants tout en étant moins épais. L'innovation également sur les équipements performants, systèmes de chauffage et de climatisation moins consommateurs d'énergie, avec des dispositifs de récupération qui évitent les déperditions d'énergie. À titre d'exemple, la récupération de chaleur provenant de groupes frigorifiques ou encore l'utilisation de LED. Autre piste, le pilotage de la consommation, qui permet de moduler le chauffage, la ventilation ou l'éclairage en fonction du taux d'occupation. Enfin, les plateformes de management énergétique centralisent les données et les analyses. L'expertise des Energy Managers, qui conseille à la mise en place de plans d'action. Loïc Langrand, vous qui êtes responsable clientèle marketing chez Schneider Electric, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de rénovation de bâtiments, de ce que vous avez déjà mis en place, ce qui est possible de faire? Solution technique, on l'a vu dans le document. Vous m'entendez? Alors déjà, donc, ce qu'on a vu dans le document, on retrouve l'efficacité énergétique passive qui concerne plutôt le bâti et l'isolation des bâtiments et l'efficacité énergétique active, où ces deux dispositifs sont effectivement complémentaires pour atteindre les objectifs ambitieux du décret. Maintenant, pour répondre clairement à votre question, bien évidemment, ces technologies-là, nous, les systèmes de gestion technique de bâtiments, de monitoring, etc., on a beaucoup de retours d'expérience, avec plus de 20 ans de retours d'expérience sur ce type de solution. Et notamment en termes d'exemples, je peux vous citer par exemple le groupe scolaire de Montgré à Villefranche-sur-Saône, qui a réalisé sur son bâtiment datant du 19e siècle une économie d'énergie de 30 à 40%. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à notamment regarder sur YouTube la vidéo, vous tapez Montgré, Schneider et vous obtiendrez 4 minutes de vidéo sur ce projet qui est vraiment très intéressant. Également, concernant les collectivités, typiquement la collectivité de Dijon, Dijon Métropole, qui a plus de 200 sites connectés sur une plateforme numérique Schneider Electric et qui permet donc de superviser l'ensemble de son parc sur une plateforme et effectivement prendre des plans d'action comme ça a été indiqué dans la vidéo. Maintenant, au niveau des solutions, on est en train de développer, notamment avec l'émergence de l'IoT, encore plus de solutions pour justement augmenter le confort et atteindre des niveaux de performance qui seront attendus avec ce décret. Et notamment en Prime, nous sommes en train de déployer un partenariat avec une startup lyonnaise qui s'appelle WattSense et qui permet notamment de connecter tous les petits sites à l'ensemble du patrimoine immobilier et justement de permettre à une collectivité de pouvoir suivre l'ensemble de son parc, que ce soit des gros parcs équipés de systèmes de gestion technique du bâtiment ou des petits sites et de rassembler l'ensemble de ces éléments sur un portail énergétique pour prendre des décisions et demain également pour communiquer directement avec la plateforme Opera pour simplifier aussi les démarches dans le cadre du décret tertiaire. Mais concrètement, ça veut dire qu'un bâtiment du 19e siècle, on peut le passer au 21e siècle, façon économie 40, 50, c'est possible, 60% d'économie d'énergie, c'est possible. Effectivement, et vous le verrez sur la vidéo, allez voir, je vous invite à la voir et vous verrez que c'est effectivement possible. C'est une Après, question, également, même dans les bureaux, c'est quand les gens sont pas là, les lumières s'éteignent, Alors effectivement, l'intérêt aussi des IoT et des différents capteurs qui sont installés aussi depuis des années permettent notamment de réguler des problématiques qu'on peut avoir sur le terrain. Typiquement, vous pouvez avoir un bâtiment qui est
qui est bien isolé, avec une bonne performance sur cette partie du bâti. Et à l'inverse, vous avez des utilisateurs qui vont venir peut-être en Bermuda l'été et du coup vont avoir trop froid avec la climatisation et vont ouvrir la fenêtre. Ou à l'inverse, l'hiver, ils vont avoir une sensation de froid et du coup, ils vont augmenter la consigne de chauffage. Et voilà, l'intérêt aussi de ces différents systèmes, ça va être de pouvoir aussi automatiser la consommation en fonction des besoins réels d'occupation. Donc la personne, elle est dans le bureau ou pas, on climatise ou pas le bureau en fonction de cette présence-là. En fonction également de la programmation horaire. Donc on voit qu'il y a des horaires qui peuvent être fluctuants d'une activité à l'autre. Et donc du coup, de programmer tout ça en fonction de l'horaire et bien évidemment en fonction des paramètres des utilisateurs et éviter ces dérives, notamment avec l'ouverture des fenêtres qui peut être fort consommateur et gaspiller beaucoup d'énergie, et notamment donc en mettant des capteurs sur les ouvertures de fenêtres ou éventuellement par les algorithmes de détecter une baisse ou une augmentation de température brutale et qui permettrait de couper le chauffage ou la climatisation. Il y a aussi toute une éducation pour les usagers et les salariés des bureaux, toutes des bonnes pratiques aussi à utiliser. Est-ce que, effectivement, vous pensez c'est le moment aussi d'utiliser l'économie circulaire pour les matériaux utilisés, est-ce que c'est une opportunité à votre avis La question, elle est d'abord, je remercie Loïc Langrand notamment de la présentation qui montre que les outils sont là. Comme ça a été rappelé, ça fait plus de 20 ans qu'il y a une montée en puissance de réponse. On a parlé des IoT, mais on peut parler aussi du BIM, le numérique dans le bâtiment. Ce sont des éléments qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Et justement, on s'approche de ce que nous appelons le passeport produit, le passeport bâtiment. Et il va être nécessaire d'avoir aussi une réflexion sur les matériaux qui sont à mettre en œuvre. Des matériaux qui ont un impact moindre en amont en termes de production, des matériaux, j'allais dire, plus de résilience ou plus de territoriaux. Cette logique d'avoir une approche territoriale, elle a différentes vertus. D'abord, ce sont des usages très souvent de matières premières renouvelables ou de matières premières régénérer, c'est-à-dire recycler, ce sont des solutions, mais aussi, on l'a un peu effleuré dans nos débats et je voudrais approfondir là-dessus, c'est extrêmement humain, au sens que quand vous demandez à une personne, parce qu'il y a toujours un humain, on a un peu parlé techno, quand vous demandez à une personne de se mobiliser sur un objectif, en l'occurrence, là, l'objectif est majeur de faire baisser la question de la consommation d'énergie, il faut qu'il ait un sentiment de positif. Et quand vous raccrochez ceci au territoire, à des enjeux plus globaux, donc il y a l'énergie, mais il y a aussi, j'utilise des matériaux plus écolos, on va dire, qui ont plus de sens, eh bien, vous avez une mobilisation de l'humain, que ce soit celui qui le met en œuvre ou celui qui sera dans l'usage. Qui est totalement différente. Quand c'est importé, c'est souvent moins cher. C'est moins cher et l'impact environnemental, notamment énergétique, il est déporté dans l'autre pays et il existe pour la planète, mais il n'est pas comptabilisé sur le territoire national. Donc, le grand enjeu, et j'en finirai sur ma conclusion, c'est comment nous arrivons à reterritorialiser tout ceci. Et donc, je suis très content de voir que les collectivités sont présentes autour de ce débat, à travers les collectivités concédantes, qui sont celles qui vont faire qu'entre la Bretagne, la Provence, l'Alsace, on n'a pas du tout les mêmes approches culturelles, pas du tout les mêmes... on n'a pas les mêmes contraintes non plus. Mêmes contraintes, mais pas les mêmes non plus mobilisations de matière. Alors, il y a la technologie que Schneider Electric vient de rappeler, mais elle doit participer à mobiliser des acteurs de terrain. Et ça, c'est le grand enjeu aujourd'hui. Nous sommes dans des étapes, les fondations ont été mises, vous l'avez rappelé notamment à travers la loi Elan, les outils sont présents. Maintenant, il faut passer à l'humain. Comment on mobilise l'humain? C'est l'enjeu qui est devant nous. Alors justement, je cède la parole aux collectivités. Ah, dites-nous... Je voulais effectivement aussi souligner les propos de François Michel, notamment sur les fiches PEP qui ont l'éco-passeport dont il a cité, où effectivement ça amène beaucoup de sens et notamment ça va être très retranscrit dans la RE 2020 qui prend en compte
le poids carbone lié à la construction et à l'exploitation. Et effectivement, Schneider Electric, nous avons développé les fiches PEP sur l'ensemble de nos produits, justement pour apporter cette aide aux ingénieries et aux collectivités pour monter des appels d'offres qui permettent effectivement d'exclure des fabricants, on va dire, exotiques qui auraient une empreinte carbone négative dans le cadre de leur projet. Merci. Lionel Guy, au niveau des collectivités, effectivement, dites-nous quels sont les critères en fait que vous allez retenir justement. Est-ce que l'impact écologique, les éléments, les matériaux biosourcés, ça fait partie des attentes des collectivités? Ou si c'est le Bien prix, sûr. parce qu'il y a quand même, malgré tout. Pour vous répondre franchement, dans le cadre des marchés publics, il y a effectivement un certain nombre de critères dont le prix en fait partie, mais il y a une vraie attente pour travailler sur des matériaux écologiques, des matériaux locaux. Vous savez, les collectivités ont toujours à cœur de développer des projets aussi pour leur territoire. Faire travailler des acteurs locaux, maintenir des emplois locaux et en créer, c'est vraiment au cœur et je dirais chevillé à leurs actions. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu et un vrai travail sur la question des matériaux parce que derrière aussi ces objectifs de performance énergétique, il y a l'objectif de l'atteindre, la performance énergétique, mais derrière ça, il y a l'enjeu aussi de maintenir sa performance dans le temps. Et effectivement, il y a des phénomènes d'apprentissage, de retour d'expérience locaux, territoriaux sur tels matériaux, comment on peut mettre en place une bonne exploitation, une bonne maintenance, comment on fait tout ça avec des acteurs locaux. Donc effectivement, l'économie circulaire, c'est vraiment un sujet important pour les collectivités. Elles le font, je dirais, quotidiennement. Je voulais aussi rebondir pour quand même préciser l'action des collectivités. Après, je céderai la parole à Monsieur Langrand. Euh, Préciser peut-être l'action parce qu'on parle quelle est la dynamique aujourd'hui d'action des collectivités territoriales. Tout à l'heure, je vous parlais du programme ACTE, programme C2E que porte la FNCCR. C'est un programme qui est doté d'un peu plus de 100 millions d'euros, donc 90% est directement reversé par le biais d'appels à projets aux collectivités pour enclencher ces dynamiques territoriales de connaissance du parc, de modélisation énergétique, aussi de travail sur la capacité de la collectivité à porter les projets. Est-ce qu'elle souhaite porter le risque de la rénovation et de son maintien, du maintien de la performance dans le temps? Est-ce qu'elle en a les outils juridiques et cette capacité d'ingénierie? Mais pour vous donner peut-être quelques chiffres, aujourd'hui, Acté, on a un peu plus de 110 groupements lauréats. Ça couvre 600 collectivités, alors des collectivités locales, des groupements, des départements et des régions. Et on a la chance aujourd'hui d'être actif sur l'ensemble du territoire continental. Et Acté, c'est aussi, pour continuer dans ces questions d'économie circulaire, aussi de transfert de compétences, c'est aussi une base de données librement accessible par l'ensemble des collectivités pour mettre à leur disposition des guides, des CCTP, justement pour aller au-delà du critère prix et intégrer peut-être d'autres critères de biosourcés, critères carbone, etc. C'est des formations parce que vous l'avez dit, il y a un besoin de formation et d'intégration dans le territoire. Donc voilà un peu les outils à disposition. Mais il y a une vraie aujourd'hui, je dirais, ça y est, on est parti. Après avoir tâtonné pendant une décennie, aujourd'hui on est parti, le coup est parti dans cet objectif d'atteinte de la performance, mais aussi d'économie locale, d'économie circulaire et de faire des bâtiments qui soient vraiment améliorés en termes de confort et de performance énergétique. Laurent, vous vouliez intervenir, vous aviez. Oui, je voulais revenir effectivement sur les deux précédentes interventions et notamment concernant le contexte local où effectivement c'est extrêmement clé et notamment pour accompagner cette transition énergétique avec nos solutions, nous avons travaillé à développer donc un programme justement d'experts qu'on appelle Eco-Experts qui notamment regroupe 300 experts qui sont formés et certifiés pour déployer ce type de solution. Et dans ce contexte-là, on va dire que tous les ingrédients sont là. On a les textes normatifs, on a les personnes qui sont formées et certifiées sur le terrain. Et aujourd'hui, pour en venir sur les propos de Lionel Guy concernant notamment la partie CCTP, on va dire que l'ingénierie, la maîtrise d'œuvre et en particulier les bureaux d'études fluides vont être extrêmement clés pour atteindre les résultats de ce décret tertiaire. Et notamment puisque c'est eux qui vont retranscrire le besoin des clients en solutions techniques.
et à challenger ces solutions vers des solutions plus innovantes, et derrière qui vont retranscrire l'ensemble de ces solutions dans des cahiers des charges de clauses techniques particulières qu'on appelle CCTP, et l'ingénierie va être extrêmement clé. Et bien évidemment, vous êtes bien entouré avec GEO et Helio, mais en tout cas, voilà, par rapport à l'ensemble des programmes, des rénovations qu'il y aura sur le marché français, voilà, l'ingénierie a vraiment un rôle clé dans ce dispositif. François-Michel Lambert. Alors, deux dimensions en complément de ce qu'a dit Lionel Guy et Loïc Langrand. On voit qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle étape à lancer, et elle est autour de l'humain. L'humain, dans toutes ses dimensions, hein, c'est-à-dire la multitude, la différence des uns et des autres, la capacité à acquérir les connaissances et les compétences. Donc, il me semble que nous avons à travailler là-dessus. L'Institut national de l'économie circulaire, nous travaillons sur le sujet de l'achat public, sur le sujet de l'intégration de l'économie circulaire dans les C2E. Ce sont des programmes que nous devons ouvrir. Et puis, il y a aussi la dimension en termes d'usage au quotidien. On a un peu effleuré ce matin. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout attendre de l'État. Certains connaissent peut-être mon profil politique, je suis assez critique de l'État, mais en l'occurrence, sur ce point, il y a les moyens, il y a la volonté, il y a un axe qui est défini par l'État. C'est à nous de savoir le traduire, notamment, on en a parlé effleuré ce matin aussi sur les C2E, on vient de voir sur les collectivités. Nous, quand vous dites nous, c'est à nous de... À nous, là je parle avec ma casquette évidemment de président de l'Institut national de l'économie circulaire, je dis à tous ceux qui sont ici présents dans le débat, mais aussi qui nous regardent, les éléments sont sur la table. C'est comment nous allons réussir collectivement à démultiplier dans les territoires. Et ça passe, je le redis, par la capacité à donner aux femmes et aux hommes la compréhension, les clés, les outils, la Bible, je ne sais, de ce sur quoi ils peuvent accéder. Donc il y a les exemples qui ont été présentés, il y en a d'autres à mettre en œuvre. Comment nous pouvons traduire ceci d'un point de vue opérationnel? C'est l'un des grands enjeux qui s'ouvrent. On n'a pas les réponses aujourd'hui. On sait que c'est à nous de nous en saisir et de le faire. Et donc c'est ce que je préconise, c'est d'ouvrir les chantiers de la transmission. Alors ça passe évidemment par un débat comme celui-ci, qui est en direct, qui sera vu de nouveau, qui rassurera les gens, mais ça doit aussi se traduire par comment utiliser les différents outils, comment repérer les opportunités, comment les adapter dans son territoire par rapport à où on se situe. On ne peut pas dupliquer, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui se fait en Bretagne en Provence et inversement. Donc ça, c'est le grand enjeu qui est devant nous, et l'Institut national de l'économie circulaire va s'en saisir pour faire des propositions de prise en compte, notamment de l'économie circulaire dans les C2E, dans tous ces enjeux de rénovation thermique, rénovation énergétique. Et il faut mettre en place de nouvelles formations il est nécessaire de mettre en place de nouvelles formations, de nouvelles transmissions, des outils. On a parlé de certaines plateformes, on parle aussi des fiches opérationnelles standardisées, ce qu'on appelle les FOST, FOST. Ce sont des éléments de cet ordre qui sont nécessaires de renforcer pour que chacun dans son territoire puisse connaître le chemin dans lequel il va. Mais il ne le fera pas tout seul. C'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure de manager énergétique. Je dirais qu'il y a un manager global de cette stratégie qui est à mettre en œuvre. Donc attention, ou regardons positivement, je ne sais comment le finir, ma phrase, mais n'oubliez pas que les outils ne suffisent pas et que nous devons réussir à donner, sous différentes formes, la compétence aux humains qui seront opérationnels sur le terrain. Et d'autant plus, et un point qu'on n'a pas abordé, que des bâtiments qui se retrouvent modernisés, parce que pour moi c'est bien plus que de la rénovation énergétique, hein, c'est de la modernisation, ces bâtiments, on a vu quelques images tout à l'heure, donnent envie de plus les utiliser. Et ça, c'est un des grands enjeux. On n'a pas parlé de ce qu'il y a aussi dans la loi, par exemple, zéro artificialisation des terres. Quand vous êtes dans un pays en croissance démographique extrêmement fort, hein, 200 000 nouveaux habitants par an, 1 million au bout de 5 ans, et que on vous dit vous ne consommez plus de terre, il faut que vous utilisiez mieux les bâtiments. Donc, il y a un tout, et ce tout,
je conclus là-dessus, passe par la capacité à trouver les hommes et les femmes sur le terrain qui coordonnent ce tout. Comme l'a dit tout à l'heure Lionel Guy, les collectivités ont leur place, leur rôle. Et les réponses technologiques, Loïc Langrand notamment, Schneider Electric l'ont présenté, il y en a d'autres. J'ai une question sur YouTube, en chat. Pour vous, Monsieur Lambert, on parle de quoi quand on parle de l'économie circulaire pour le parc tertiaire ? Alors, on va inverser la question, pardon pour celle ou celui qui pose la question. L'économie circulaire, c'est celle qui se concentre sur les ressources mises en œuvre, quel que soit l'usage. Pour faire une table, et on va rester sur le bâtiment, pour un bâtiment. Quelles ressources nous allons mettre en œuvre ? Est-ce que ce sont des ressources que j'allais dire hors sol ? Hors sol, c'est-à-dire qui sont produites parfois très loin ou qui sont produites avec des matériaux qui n'ont pas de sens dans le territoire, ou est-ce que ce sont des ressources qui sont déjà du territoire ? Et comment on fait en sorte d'augmenter l'efficience d'usage de ces ressources. Donc, elles se traduisent par tout à la fois recycler, on augmente la matière première qui était un déchet, mais finalement elle redevient une matière première d'usage. Les matières renouvelables deviennent des matières d'usage, mais aussi comment on les utilise en efficience, donc dans deux dimensions, dans le temps. Est-ce que ce sont des matières que l'on va garder longtemps ? Qu'est-ce qu'on pense en fin de vie de ces matières ? Comment on saura les réutiliser ? On a parlé du passeport, mais aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, comment ces ressources qu'on mobilise, elles vont créer plus de richesses. Donc dit autrement, comment on utilise mieux les bâtiments. Et on revient un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que utiliser des matières premières, et je ne vais pas en dénigrer quelques-unes, ce n'est pas mon objectif, mais qui sont très anonymes, qui ne sont pas du territoire, qui ne sont pas de Bretagne, qui ne sont pas de Provence. Nous, en Provence, par exemple, si on a les pailles de riz de Camargue, utiliser la paille de riz de Camargue ou la paille de lavande crée auprès des usagers un sentiment d'appartenance plus fort et donc d'intérêt pour le bâtiment. Il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas des bâtiments pour faire des bâtiments, on fait des bâtiments pour les utiliser. Donc, en termes d'opérationnel, c'est les usages des matières premières que nous mobilisons pour les bâtiments. La question, elle est quand même assez précise. La réponse, elle n'est pas des plus claires, donc je vais essayer en une seule phrase. C'est pourquoi j'utilise cette matière première, comment elle est la plus efficiente dans les usages, alors depuis le prélèvement jusqu'à sa fin de vie, mais aussi pendant l'usage. Est-ce que cette matière première, elle permettra au bâtiment de raconter une histoire ? Est-ce qu'elle donnera au bâtiment et au territoire l'idée que finalement nous travaillons collectivement ? Donc il y a, ça a été dit tout à l'heure, la possibilité de mobiliser dans le territoire les acteurs. Donc l'économie circulaire, je dirais, les ressources, les matières premières d'économie circulaire, ce sont celles des territoires et qui racontent une histoire et qui améliorent la performance globale de l'usage. Alors j'ai une autre question qui s'adresse aussi à vous en tant qu'élu. Les résultats des dernières élections municipales ont-ils eu un impact sur la prise de conscience ? Alors, je ne me permettrai pas de dire ceci. Il y a eu des bascules de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Bref, il y a eu des évolutions. Je pense que c'est surtout la capacité à remontrer l'intérêt, que ce soit des gens qui soient réélus ou des nouvelles équipes, à maintenant territorialiser les enjeux nationaux. Jusqu'à présent, on était vraiment sur des enjeux nationaux. Ça a été posé, je l'ai dit tout à l'heure, et comment chacun se dit, moi je fais, pour reprendre l'image du colibri, comment moi je suis le colibri, élu local, comment je suis colibri de cet enjeu national et planétaire. Et ça, c'est extrêmement important. Comment redonner la fierté à chacun de faire le choix d'agir dans son territoire et de se dire peut-être les 300 mètres carrés, j'exagère un peu, mais les 3000 mètres carrés, c'est rien rapporté à 1 milliard, mais moi je vais faire mes 3000 mètres carrés. Et dans quelle approche ? Dans une approche de proximité, dans une approche où l'élu local, et c'est peut-être le seul message un peu directif que je ferai, l'élu local doit parler à ses citoyens et doit leur expliquer le sens du projet. Et c'est pour ça que s'il utilise la matière première locale, s'il en raconte une histoire, il y aura plus d'efficacité. C'est ce qu'on oublie très souvent,
c'est la dimension humaine, c'est notre force, notre chance. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des personnes avec des sentiments qui doivent être mobilisés sur des enjeux globaux comme celui-là. Merci. Alors, une question pour nos intervenants également. Est-ce que le parc public est mieux armé que les entreprises privées pour répondre au décret ? Lionel Guy ou Oui, je peux Loïc commencer. Landron? Ouais. Est-ce que le parc public est mieux armé? Déjà, disons que ce sont des parcs qui obéissent à des logiques d'intervention différentes. On n'a pas la même temporalité quand on est un acteur privé et un acteur public. La différence, c'est que c'est vrai que le parc public est quand même beaucoup plus différencié, épars, et nécessite des stratégies d'action différentes de celles des parcs privés. Après, comme on le disait, la collectivité, c'est vrai, et pour rebondir aussi sur l'intervention précédente, la collectivité a ce devoir d'exemplarité, d'explication, de formation et de transmission au territoire. Et c'est vrai que les projets largement de transition énergétique sont avant tout des projets humains dans lesquels la technique vient permettre d'atteindre la performance. Après, c'est vrai que pour les acteurs publics, il y a aujourd'hui un certain nombre de solutions techniques, bien évidemment, de solutions juridiques, et il y a des dispositifs d'accompagnement financier, que ce soit sur la partie préalable des études de modélisation énergétique et des soutiens financiers pour la réalisation des projets avec, on l'a dit, un plan de relance extrêmement important pour les collectivités et pour l'ensemble des acteurs. Donc, je ne crois pas que le parc public soit mieux armé que le parc privé. Il y a des logiques d'action différentes et il y a des modalités d'action différentes. Et c'est des parcs qui vont évoluer dans la décennie qui arrive pour se mettre sur les objectifs du décret tertiaire. Augustin Bouet, donc vous avez effectivement un commentaire à apporter. Oui, c'est une question qui est très intéressante, effectivement. Est-ce qu'il y a une dichotomie, enfin une différence d'approche entre la rénovation du parc privé et du parc public lorsqu'on parle du tertiaire? Alors effectivement, c'est ce qu'on pourrait penser de prime abord. Et pour rebondir un peu sur ce qui a été dit avant, on constate que les collectivités territoriales, en particulier, même en milieu rural, se sont rapidement et tôt impliqués dans ce sujet de la rénovation énergétique, ont rapidement mis en place des solutions, se sont formés aussi, on constate une vraie évolution en termes de compréhension, de connaissance des dispositifs et aussi de connaissance des leviers et des technologies qui permettent d'atteindre ces objectifs de rénovation énergétique. Il y a une vraie implication de ces territoires. Mais ces territoires, eh bien, en tant que les élus ont un rôle aussi de démonstrateurs, ont un rôle de préconisation auprès des acteurs de leur territoire. Et la rénovation, à mon sens, la rénovation exemplaire qui s'est engagée plus tôt sur le parc tertiaire public peut avoir rapidement un rôle de démonstrateur, un rôle de montrer que c'est possible, montrer que c'est faisable et expliquer comment c'est faisable auprès des acteurs du territoire. Et nous, on constate, et c'est particulièrement milieu rural aujourd'hui, que beaucoup d'intercommunalités nous demandent non seulement de les accompagner sur l'ingénierie pour la mise en place de solutions sur leur propre parc public, mais aussi d'animer des formations auprès des commerces, auprès des hôtels, auprès des petites entreprises, des PME, des TPE qui composent le territoire, parce que les élus sont vraiment animés par cette démarche de valorisation du territoire et voient en la rénovation énergétique non seulement un moyen de réduire les consommations, de réduire les factures énergétiques et donc de gagner en confort, de réduire les charges, mais aussi un moyen de redynamiser et de redonner de l'attractivité à des territoires. On l'a constaté en particulier auprès de collectivités en milieu très rural, comme dans la Creuse, dans l'Indre ou dans les Deux-Sèvres, qui ont vu au cours des 10 dernières années les postes fermés, des écoles, voire des salles de classe fermées, les gendarmeries disparaître, et qui ont récupéré dans le patrimoine de collectivité un parc qui était jusqu'ici bien entretenu, et entretenu par l'État souvent, qui ne savait pas trop quoi en faire. Et donc, qui ont eu une idée intéressante qui était de rénover ces anciennes postes, ces anciennes gendarmeries, pour en faire des commerces à faible loyer, pour réattirer sur leur territoire des nouveaux entrepreneurs, de nouvelles activités. Et la rénovation énergétique leur a permis de le faire plus facilement parce qu'ils ont donné à ces nouveaux entrepreneurs un cadre plus pratique pour travailler. Et donc c'est aussi ça qui, à mon sens, fait qu'on ne doit pas voir vraiment une opposition entre le public et le privé dans cette approche, mais plutôt une manière de voir les deux avancer corps à corps. Loïc Langrand, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Tout à fait, pour compléter et pour avoir été moi-même conseiller municipal dans un petit village dans le Rhône,
On peut dire que déjà les collectivités sont très sensibles à ce volet économie d'énergie, et notamment moi-même, on avait mis en place la coupure de l'éclairage public nocturne, qui est quasiment généralisée, on va dire en France. Et donc pour ça, on était assez armés dans le sens où on avait des organismes conseils qui étaient là pour nous accompagner. Également dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment de l'école publique, le conseil général avait un service qui nous a accompagnés effectivement dans le cadre de cette démarche d'appel d'offres, etc. Donc voilà, on va dire que les organismes publics ont pas mal de ressources à leur disposition pour les accompagner sur ces différents sujets. Maintenant, en ce qui concerne le parc privé, on peut dire que vu qu'ils ne sont pas soumis au code des marchés publics, ils peuvent avoir des prises de décision qui peuvent être plus rapides. Et dans ce cadre-là, on va dire qu'ils peuvent avoir des démarches plus simplifiées qui font que du coup ils sont mieux armés pour prendre des décisions plus rapidement. Et ce que je voudrais souligner également, c'est le fait que ce décret tertiaire, ils peuvent apparaître comme une contrainte. Par contre, pour les entreprises privées, c'est une réelle opportunité de développer leur approche RSE au sein de leur entreprise. Et pour avoir été au salon CINI en 2019, voilà, le mot RSE, il résonnait de partout dans le salon, qui est une référence dans l'immobilier. Et on peut dire que voilà, ce décret, c'est vraiment une opportunité pour l'ensemble des acteurs, voilà, de montrer leur démarche responsable, sociétale et environnementale au cœur de leur activité. Une question cette fois pour les experts que vous êtes. Pouvez-vous en dire davantage sur la plateforme Opérate? Le développement des fonctionnalités tiendra-t-il le planning annoncé? Ça fait pas pour moi. Et qui a volontaire? Il faut se tourner vers l'État pour savoir si la plateforme sera opérationnelle. Oui, de toute façon, on va débuter. Je crois que c'est au mois de septembre les premières données qui vont être intégrées. Et puis, de toute façon, d'année en année, s'améliorer. C'est effectivement de toute façon pour l'ensemble de ces acteurs-là, l'idée derrière, c'est d'implémenter un petit peu le suivi de leur consommation, de mettre en place des dispositifs de suivi pour aller détecter peut-être des difficultés sur les bâtiments. Ça fait partie des outils obligatoires, celui-là. Ça fait partie des outils qui permettent d'enclencher une dynamique au sein d'acteurs publics et privés, de commencer à se poser la question de l'énergie pour ensuite développer des stratégies, on va dire, à plus long terme sur l'ensemble des parcs. Et puis, comme on le disait les intervenants avant moi, travailler sur ces dynamiques locales, revitaliser, s'intéresser. En fait, c'est une première porte pour s'intéresser à son parc du point de vue énergétique. Donc c'est un outil intéressant. Après, les fonctionnalités, elles évolueront au fur et à mesure des mois. Alors, une autre question sur YouTube. On parle de solutions digitales pour économiser l'énergie, mais le digital, ça consomme aussi de l'énergie, non? Alors, monsieur Langrand, peut-être. Oui. Oui, peut-être. Alors, déjà, le digital, effectivement, consomme. Maintenant, on va dire que les économies engendrées par le digital sont nettement supérieures par rapport à la consommation des équipements qui sont à très faible consommation. Donc d'ailleurs, sur l'ensemble de nos produits, et ça sera notamment dans le cadre des fiches PEP, la consommation intrinsèque des différents produits, qui font que d'après toutes les modélisations qu'on fait et le retour d'expérience qu'on a, comme je disais précédemment, de 20 ans d'expérience, montre que les économies engendrées sont nettement supérieures à la consommation de ces différents équipements. Et notamment la maquette numérique pourra ici confirmer ces différents points, donc, plutôt sur le neuf dans un premier temps ou de la rénovation lourde. Mais en tout cas, voilà, le digital est vraiment au service de la réduction des consommations, l'amélioration également des conforts, l'a souligné Monsieur Lambert sur ce sujet-là, où les usages aussi vont être différents des bâtiments via le digital, et surtout ça répond notamment à des enjeux aussi de productivité que peuvent avoir les entreprises de manière générale. Je vous en prie, Augustin Bouet.
question de la consommation liée au digital, il ne faut pas oublier que les data centers, dont certains sont en France, sur notre territoire, font aussi partie de ce parc tertiaire qui va faire l'objet de rénovation énergétique et qu'il existe aujourd'hui des solutions pour réduire l'empreinte énergétique liée au fonctionnement de ces data centers, des solutions qui sont notamment bien accompagnées, bien financées grâce au dispositif des C2E et beaucoup d'innovations ces dernières années. Notamment Schneider Electric est assez spécialiste sur ce sujet, sur les confinements à l'eau chaude, à l'eau froide, sur la réduction des consommations énergétiques pour refroidir les data centers et qui permettent de réduire un peu l'impact. Mais c'est vrai, il ne faut pas le négliger. C'est au même titre que le sujet de l'économie circulaire, il faut prendre en compte le cycle de vie et l'impact lié à la production et au transport des équipements qu'on pose sur les chantiers. Il faut aussi s'interroger sur l'impact de nos solutions digitales en intégrant tout leur cycle de vie. Mais effectivement, à date, on est quand même sur un impact qui est plus positif que négatif, mais qui peut encore s'améliorer en s'intéressant notamment aux solutions pour réduire à la source la consommation énergétique sur le digital. Pour compléter. Une question, effectivement. Est-ce que vous voulez... Moi, je suis très volontariste sur la question du numérique. Nous n'avancerons pas si nous n'avons pas les datas, les informations disponibles. Nous irons trop au doigt mouillé. Alors quand on est sur peut-être 300 mètres carrés dans une commune rurale et que c'est le seul enjeu, on peut se permettre de ne pas avoir tant d'informations que ça, quoique. Mais lorsque l'on a à maîtriser des parcs extrêmement vastes, avec des usages différenciés, avec des périodicités, etc., logicien que je suis, je le dis, nous avons besoin de données. Les données nous permettront d'avoir les meilleurs indicateurs en amont. Il faut se donner les indicateurs, avoir les informations sur ces indicateurs, suivre ces indicateurs et s'assurer qu'on va dans le bon sens. Et parfois les bonnes idées que l'on peut avoir de génie ne le sont pas parce que justement l'information nous dit qu'on n'est pas sur forcément la bonne voie et on réoriente. Donc ça, on est absolument nécessaire d'en avoir. De l'autre côté, on ne va pas nier qu'il y a un impact notable du numérique. Mais deux choses, ça a été dit, on baisse cet impact, il est en train d'y avoir un travail de fond. Et deux, certains en font même une opportunité. Pourquoi faire ? Pour chauffer de l'eau chaude, pour chauffer des bâtiments. Donc l'intelligence humaine, c'est peut-être là où nous avons beaucoup à y croire et ne pas imaginer que nous sommes à l'arrêt et regarder des situations à l'instant T, voire des situations du passé, mais bien comprendre que ce sont des dynamiques que nous devons mettre en œuvre. Ça a été dit, je le redis, nous avons besoin d'indicateurs pour, je me suis écrit ça comme ceci, je vais le répéter, pour raconter une histoire. Mais raconter une histoire technologique, oui, je vais dans le bon sens, et aussi raconter une histoire aux parties prenantes, c'est-à-dire à la collectivité et aux citoyens. Voilà pourquoi on avance, voilà les résultats que l'on a. Ça a été dit tout à l'heure sur une école, 30%, si j'ai bien retenu le chiffre, d'économie d'énergie. J'imagine que l'élu local, il a une histoire à raconter à ses concitoyens et ils disent on a bien fait de vous faire confiance, au moins sur ça, je ne sais pas ce qui s'est passé pour les élections en termes d'engagement. Si on ne raconte pas d'histoire, on ira moins vite, on ira moins loin, on ira moins fort. Or, il faut aller vite, loin et fort. Il faut donc raconter des histoires, il nous faut des informations, il nous faut le numérique qui nous donnera ces informations. Merci. Augustin Bouet, je vous cède la parole pour conclure ce débat passionnant. Merci beaucoup Armelle. Je remercie également les différents intervenants qui ont participé à ce débat très riche, beaucoup de sujets visités, beaucoup d'idées à aborder. Ça reflète à mon sens assez bien la dynamique et l'engouement qui existe aujourd'hui autour de ce sujet de la rénovation énergétique dans le secteur tertiaire. Chez Elio, nous sommes très heureux de pouvoir accompagner ce type d'événement et d'ainsi participer à un échange d'idées et à valoriser les idées, les solutions, les préconisations et puis aussi porter un peu des solutions d'amélioration des différents dispositifs. En effet, on l'a dit, les enjeux de la transition énergétique et les enjeux de la rénovation énergétique dans le secteur tertiaire, public et privé, ils sont immenses. Et depuis la mise en place du décret tertiaire, on constate une vraie prise en compte, une vraie considération de la part des acteurs et un vrai engouement. Nous, en tant que société de services en efficacité énergétique, on le voit de manière très concrète au quotidien avec une présence de plus en plus accrue du secteur tertiaire privé. On a aujourd'hui beaucoup parlé du secteur tertiaire public, qui est effectivement précurseur, mais le tertiaire
privés se mobilisent, y compris dans une période aussi compliquée qu'actuellement, où le tertiaire privé n'est pas forcément dans des bonnes capacités d'investissement. Eh bien, il se mobilise. On a beaucoup de demandes. On a quotidiennement des demandes, que ce soit d'études, de chantiers, de financement, alors que c'était très marginal il y a encore quelques années. Eh bien, ça montre bien que ce décret, il est compris, il est utile. Il est utile, mais il est aussi ambitieux, il est compliqué à atteindre, mais il n'en reste pas moins indispensable. Il va cocher toutes les cases d'un vrai développement durable. Tout d'abord, on l'a évoqué, un impact économique fort. Il va être créateur d'emplois, ce décret. Il y a une mobilisation très forte de toute la filière de rénovation énergétique, bureaux d'études, sociétés de conseil, fournisseurs, innovation, entreprises de travaux, qui actuellement recrutent. Donc on est sur quelque chose de positif. Pour les bénéficiaires, pour les acteurs du tertiaire, il va également être synonyme de baisse de charge. Et donc, qui dit baisse de charge, à terme, baisse de charge sur la facture énergétique, dit capacité à gagner des points de croissance, donc impact économique positif. Il y a également un impact social sur plusieurs champs, notamment, évidemment, l'amélioration du confort dans le lieu de travail, et puis, avec cette rénovation, une redynamisation du secteur tertiaire, en milieu urbain comme en milieu rural. Et puis, évidemment, un impact environnemental évident, réduction des gaz à effet de serre, sobriété énergétique et gain en termes d'indépendance énergétique également, avec cette réduction globale. Ces enjeux ambitieux, ils interviennent dans un contexte socio-économique tendu lié à la situation actuelle. On pourrait penser qu'il va être encore plus complexe à atteindre, mais fort heureusement, on l'a évoqué, il existe des solutions, il existe des leviers, des mécanismes. Alors il y a ce dispositif des certificats d'économie d'énergie dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, qui est efficace, qui existe depuis plus de 12 ans et qui s'est renforcé dans le tertiaire, il faut le souligner, une vraie implication de l'État dans cette démarche, puisque au cours de l'été dernier, on a vu à la fois les contrats de performance énergétique qui sont un outil qui permettent de bonifier les primes C2E qui ont été mis en place, ainsi que la mise en place d'un coup de pouce pour accompagner dans le changement de chauffage dans les bâtiments à usage tertiaire. Mais il y a aussi d'autres dispositifs. Plus récemment, on a vu la mise en place du crédit d'impôt pour les TPE et PME dans le cadre du plan de relance. Un dispositif très intéressant. Et également pour le secteur public, plusieurs milliards d'euros mobilisés pour la rénovation énergétique des bâtiments publics de l'État et des bâtiments des collectivités territoriales. À ces différents leviers s'ajoutent d'autres mécanismes de subvention, d'autres appels à projets. Ces leviers, ces dispositifs, ils sont efficaces, ils sont éprouvés. On a pu en constater la mise en œuvre et ils permettent de vraiment réaliser des opérations de bonne qualité, concrètes et qui vont être génératrices d'économies d'énergie. Bien évidemment, on ne peut que souhaiter qu'ils soient davantage simplifiés, renforcés également, et puis pour le cas du crédit d'impôt par exemple, prolongé, puisque ça s'arrête fin 2021. Parmi les pistes de renforcement de ces dispositifs qui nous tiennent particulièrement à cœur chez Elio et qui ont été évoqués par les différents intervenants aujourd'hui, il y a la prise en compte d'une dimension de circuit court dans la rénovation énergétique et plus particulièrement dans un dispositif qu'on connaît bien, le dispositif des C2E. Un exemple très concret, on va utiliser l'exemple d'un hôtel en Charente qui souhaiterait isoler sa toiture. Eh bien, la prime financière qui va pouvoir être mobilisée va être exactement la même que l'on ait recours à un isolant, mettons, en laine de roche, qui est un équipement de très bonne qualité, mais qui pourrait avoir été produit à plus de 1000 km, parfois hors des frontières françaises, parfois hors des frontières européennes du site de chantier, que si on utilise un isolant biosourcé, mettons, en chanvre, produit à partir de chanvre, qui aurait pu être produit localement dans le département, parfois à moins de 10 km du site de chantier. Or, forcément, aujourd'hui, ces méthodes plus innovantes, plus récentes d'isolation à base de chanvre ou d'autres matériaux biosourcés, eh bien, elles sont un peu plus chères parce qu'elles sont moins industrialisées, elles sont moins massifiées. Donc, économiquement, il va être plus intéressant pour cet hôtel d'isoler avec un matériel qui a été importé sur plus de 1000 km que d'utiliser un matériel qui aurait été produit localement avec une industrie locale et une filière agricole locale. Eh bien, nous, on milite pour que soit intégrée dans les mécanismes de calcul des primes financières une notion d'économie d'énergie sur le cycle de vie de l'intégralité de ce qui amène à faire l'opération d'économie d'énergie, intégrant donc la production et l'acheminement des produits sur site. Et ça marche aussi bien pour l'isolant que pour les chaudières, pour les groupes froids et pour tout ce qui participe à la rénovation énergétique. Ce sujet, vous l'aurez compris, il nous tient à cœur, on le porte avec attention, avec différents partenaires, notamment l'INEC. Et nous espérons vraiment que ça va avoir un impact parce que, au-delà de l'impact environnemental, forcément c'est plus d'économie d'énergie, il va aussi avoir un impact économique fort, c'est que ça va participer à une réindustrialisation de nos territoires. Et puis dans le cas pour revenir sur ce chanvre,
ou d'autres éléments biosourcés, ça va redynamiser nos filières agricoles et redonner à nos agriculteurs la possibilité de valoriser leurs produits au-delà de leur mode de fonctionnement habituel. Voilà, sur ce léger plaidoyer, je vais vous laisser conclure, Armelle, et puis je vous remercie pour votre attention. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous nos intervenants d'avoir participé à ce débat Elio et tous ceux qui nous regardent sur YouTube en ce moment. Merci à tous d'avoir suivi ce débat et à bientôt. Au revoir. Merci.